Avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler quelque chose d'essentiel. En course à pied, rien ne remplace la progressivité et un accompagnement pensé pour toi. Depuis plusieurs années, j'aide des coureurs et des coureuses qui ont chacun leur réalité. Un boulot prenant, une vie de famille avec laquelle il faut souvent jongler. Des objectifs qui évoluent, parfois des doutes, mais une envie toujours présente de progresser sans se brûler les ailes. Mon approche, tu la connais. À travers le podcast, elle est à la fois humaine, pédagogique et centrée sur le plaisir. Concrètement, je crée ton plan sur mesure, adapté à ton niveau, à ton agenda et à ton rythme de vie. Pas de copier-coller, pas de pression. Juste une progression qui est construite, étape par étape, pour t'amener plus loin, plus sereinement. Alors si tu ressens le besoin d'un cadre humain, d'un accompagnement sportif qui respecte ta vie autant que tes objectifs, je serai ravi de t'aider à franchir un cap et de te coacher. Toutes les informations pour me rejoindre se trouvent dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. Witness the colossal boxing showdown nobody expected, live on Netflix. International superstar Jake Paul, the sport's most watched fighter, takes on Britain's two-time unified heavyweight world champion and Olympic gold medalist, Anthony A.J. Joshua, in the most dangerous and defining matchup of their careers. This is Judgment Day. Watch Jake Paul versus Anthony Joshua, Friday, December 19th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific Standard Time, live on Netflix. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, un des derniers de l'année 2025. Alors en course à pied, il y a des phrases qu'on a tous déjà entendues, des phrases qui reviennent sans cesse, que ce soit sur les réseaux, au bord des pistes, dans les vestiaires. Mais est-ce que ces vérités sont vraiment vraies ? Aujourd'hui, avec Bruno, on a décidé de s'amuser un peu, enfin s'amuser, tout en faisant ce qu'on aime faire dans l'œil du coach. Prendre du recul, expliquer et parfois tordre le cou à certaines croyances. On vous propose donc un quiz vrai-faux autour de 5 idées très répandues dans le milieu de la course à pied. Certaines vont vous sembler évidentes, d'autres un petit peu moins, et vous verrez que parfois la réponse n'est ni totalement vraie, ni totalement fausse. Alors, installez-vous, jouez avec nous, prenez un petit papier, un petit crayon ou tout simplement notez vos réponses dans votre tête si vous êtes en train de faire votre sortie longue et surtout, profitez de cet épisode. C'est l'œil du coach avec Bruno Heuby, quiz vrai-faux, tordons le cou à 5 vérités répandues dans le monde de la course à pied. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Bruno, on se retrouve pour une capsule L'œil du coach avec aujourd'hui un jeu qu'on propose aux auditeurs. On va démonter 5 croyances en lien avec la course à pied. Alors Bruno, est-ce que tu es prêt à te prêter au jeu ? Je suis prêt, j'aime les challenges. Alors sans plus attendre Bruno, je te pose la première question. Pour préparer un marathon, est-ce qu'il faut réaliser au minimum 3 sorties hebdomadaires ? Vrai. Je dirais que c'est l'assurance de pouvoir mener une préparation sérieuse et efficace. 3 entraînements par semaine, ça permet vraiment de poser des bases sérieuses. La sortie longue, une sortie un peu plus ciblée sur l'endurance aérobie. La VMA, la puissance aérobie, pas forcément obligatoirement pour 3 séances, mais ça permet d'avoir un contenu d'entraînement qui soit suffisant et nécessaire pour réussir, même si je suis certain qu'il existe des cas exceptionnels de personnes qui se lancent sur marathon en s'entraînant 1 ou 2 fois par semaine. Dans l'organisation de cette semaine d'entraînement, comment tu l'articulerais ? Première séance que je positionne, la sortie longue, le week-end ou le dimanche, le jour où c'est le plus facile pour le coureur, avec la règle des 4/5e. Là, par contre, je suis intransigeant sur ce point. La sortie la plus longue à 3 semaines de l'objectif doit représenter les 4/5e de la durée de l'effort. Là, on n'y déroge pas. Et puis, on essaye de mettre une deuxième séance plus axée sur l'endurance aérobie. Donc, ça, c'est la deuxième séance la plus importante. Sur la sortie longue, on travaille l'efficience. Sur l'endurance aérobie, on travaille cette capacité à utiliser le plus gros pourcentage de sa VMA. Et puis, la troisième séance, pour moi, c'est plutôt un footing,
tranquille. Il n'y a pas besoin de mettre de la qualité. Donc là, on a le plan pour aborder un premier marathon ou pour des gens plus expérimentés, ils peuvent rester également à 3 séances par semaine. S'ils ne peuvent pas faire plus de 3 séances par semaine parce que malgré le fait qu'ils soient expérimentés, ils n'ont pas le temps de s'entraîner, oui, pour moi, c'est le canevas idéal. Un footing, une sortie tranquille, une séance de MA endurance aérobie, une sortie longue où on travaille l'efficience avec de l'allure marathon dedans. Alors, tu as bien fait de préciser, Bruno, que c'était pas forcément le dimanche, mais sur le jour où on peut plus facilement la caser. On a des personnes qui travaillent parfois le week-end ou qui n'en ont pas la possibilité ou qui ne veulent pas impacter également la vie de famille sur ces périodes de fin de semaine et qui placent leurs séances et sorties longues à un autre moment. Donc, il y a ces possibilités-là aussi, c'est à ajuster en fonction des profils de chacun. C'est ça, la sortie longue, elle peut très bien être le lundi, il n'y a pas de problème. Elle porte plus son nom de sortie longue du dimanche, ce sera la sortie longue du lundi à ce moment-là. C'est ça. Alors Bruno, deuxième question. Plus je vais m'entraîner et plus je vais progresser et être fort. Alors, vrai et faux. C'est vrai que plus on s'entraîne, plus on progresse. Ça, tout le monde le sait, mais à condition d'être capable d'assimiler cette charge d'entraînement. C'est-à-dire que si l'augmentation de la charge d'entraînement est trop brutale, on va se blesser. Donc oui, plus on va s'entraîner, plus on va être fort, à condition d'écouter son corps et de respecter ce principe de progressivité qui est indispensable pour justement être le plus fort possible. Est-ce que tu es, toi, dans ce no pain, no gain, ou est-ce qu'on en est sorti aujourd'hui? Est-ce que tu l'as connu, le fait de dire il faut borner, il faut faire des kilomètres pour atteindre un certain niveau, ou est-ce que tu as réussi à t'en détacher au fil des années et avec ton expérience? J'ai réussi à m'en détacher, mais on était beaucoup en tout cas dans cette idée qu'il fallait que plus on allait s'entraîner dur et plus on allait progresser. Moi, dans mes disciplines, marathon, 100 km, 24 heures, on était vraiment dans l'idée que plus on allait faire de kilomètres, plus on allait être fort, plus on allait être efficace. Mais il ne faut pas oublier que dans ces kilomètres, il faut qu'il y ait de la qualité. Il faut faire des kilomètres utiles, parce que même si la course à pied n'est pas destructrice, un volume trop important d'entraînement peut provoquer des blessures, surtout si on n'est pas progressif dans l'augmentation de sa charge d'entraînement. Donc, no pain, no gain, je suis pas tellement d'accord avec ça, parce que no pain, no gain, ça veut dire qu'à chaque séance d'entraînement, il faut finir dépouillé. Si on n'a pas vomi et si on n'a pas rendu ses tripes, on n'a pas réussi une séance efficace. Il faut ôter de la tête des coureurs que la souffrance est un passage obligé pour progresser. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il est important de véhiculer comme idée. Et bien souvent, ce que l'on peut observer, c'est le trop vite, trop fort, trop longtemps. Au bout de quelques semaines, des personnes qui débutent, et moi je l'ai vu sur l'association, et bien parfois ça commence à tirer au mois d'octobre parce qu'il y a eu une charge d'entraînement qui a été trop importante par rapport à ce que les gens avaient l'habitude de faire auparavant, même si pour certains c'était des sportifs, footballeurs, des personnes qui réalisaient d'autres activités et qui se mettent à la course à pied. Il y a ce besoin de progressivité, ce que tu rappelais très justement. C'est ça. Il faut vraiment mesurer sa charge d'entraînement au jour J et puis l'augmenter de 10, 15, pas beaucoup plus. Au-delà de 15-20%, ça fait une augmentation qui est quand même très importante, et c'est souvent au-delà des 20% qu'on voit les blessures apparaître. Bruno, est-ce que tu es prêt pour la troisième question? Ouais, je suis prêt. Alors, avant de faire un marathon, je dois me tester et réaliser à la fois des 10 km et des semi-marathons. Alors, je le promets, je ne suis pas normand, je suis champenois, mais là encore, je dirais vrai et faux. Faux parce qu'on a toujours des gens exceptionnels capables de se lancer sur marathon sans avoir fait un 10 km et un semi avant. Donc, il y a toujours ces gens exceptionnels. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Le problème auquel on est confronté dans ce type de situation, c'est que la personne ne sait pas du tout ce qu'elle va faire sur son marathon, et en tout cas moi, je suis incapable de lui dire ce qu'elle va faire, alors que quelqu'un qui a fait des 10 km et des semi, on a une base précise, on a une indication pour extrapoler le temps sur marathon, et donc en fonction du profil du coureur, de lui dire ce qu'il est en mesure de faire. Donc c'est mieux
surtout par rapport au principe de progressivité qu'on a mis en lumière dans les questions précédentes, c'est mieux d'avoir fait un 10 km avant, d'avoir testé ses capacités. C'est mieux de faire un semi, puisqu'en plus, grâce aux 10 km et grâce au semi, on va avoir l'indice d'endurance du coureur, c'est-à-dire la capacité qu'il a à perdre le moins de vitesse possible en fonction de la durée de l'effort, ou à l'inverse, s'il n'a pas d'endurance aérobie, à en perdre beaucoup. Donc, faire des 10 km et des semis avant, non seulement ça permet physiologiquement, musculairement, d'un point de vue vraiment physiologique, de préparer le corps, mais ça permet aussi, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue extrapolation de la performance, de pouvoir se projeter dans quelque chose de relativement précis. Est-ce que tu peux rappeler, Bruno, comment on peut, à partir de ce chrono sur 10 km, de ce chrono sur semi-marathon, prévoir, programmer et calculer son temps au marathon? Alors, le chrono le plus précis, c'est celui sur semi-marathon, puisque c'est le plus proche. Imaginez qu'en fait, l'endurance, c'est une pente qui relie des points. Et donc, si on prend le plus de points rapprochés possible, on aura la pente la plus précise sur la ligne droite qu'on va tracer. Donc, le semi-marathon, il est proche du marathon. Donc, on sait que là, on va avoir une pente qui sera la plus précise possible. On multiplie le temps sur semi-marathon par 2 et en fonction de cette pente, c'est-à-dire en fonction du passage du 10 km au semi, si déjà du 10 km au semi, on n'a pas perdu beaucoup de vitesse et qu'on est naturellement endurant, on va rajouter en moyenne 10%. Si on est endurant, on va rajouter 5%. Si on n'est pas endurant du tout, c'est-à-dire que si quand on passe du 10 km au semi, la vitesse décline un peu plus que la normale, on va ajouter 15%. Donc, profil, je dirais, dans la norme, 2 fois le temps sur marathon et on ajoute 10%. Profil endurant, 2 fois le temps sur marathon et on ajoute 5%. Profil peu endurant, 2 fois le temps sur marathon et on ajoute 15%. Et cette formule, elle permet de ne pas tomber dans le piège de dire j'ai entendu ça beaucoup de fois, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est encore dit, qui est encore expliqué aux gens. On dit aux gens, vous multipliez votre temps sur marathon par 2 et vous ajoutez 10 minutes. Mais ça n'a pas de sens de dire ça parce que 10 minutes quand on court 2 heures et 10 minutes quand on court 4 heures, c'est pas la même proportion. Ajouter un pourcentage, c'est la même chose pour tout le monde. À condition que la performance sur semi-marathon, elle ne date pas de 5 ans, 10 ans. Il faut un chrono qui soit quand même relativement proche du début de la préparation et qui soit significatif de l'état de forme. C'est ça. Il faut une performance récente, sinon forcément, on ne sait pas ce qui s'est passé entre la performance et le jour J, donc forcément, on risque d'avoir il y a une marge d'erreur qui est plus importante. 4e croyance. Alors toi qui as fait de nombreux kilomètres sur la route, est-ce que la course à pied, c'est mauvais pour les genoux et pour les articulations ? Faux. D'ailleurs, si ça l'était, ça ferait bien longtemps que je n'aurais plus de genoux ni d'articulations. Je vais me permettre de rappeler que je cours depuis que j'ai 12 ans, j'en ai 65. Je vous laisse faire le calcul. Donc, si la course à pied était mauvaise pour les genoux, je n'aurais plus de genoux. Si le bitume était mauvais pour les genoux, je n'aurais plus de genoux non plus. Donc non, c'est faux. Alors moi, je l'ai toujours plus ou moins ressenti instinctivement. C'est même un problème qui va au-delà. Moi, j'ai fait une hernie discale quand j'étais sportif de haut niveau. J'ai continué à courir contre l'avis des médecins qui après m'ont dit que j'avais bien fait. Donc maintenant, on sait. C'est pas Bruno Hubi qui l'affirme. Maintenant, on sait, des études sérieuses sont faites à ce sujet, que la course à pied a des effets bénéfiques. Elle permet, alors on sait que les chocs, les impacts permettent de solliciter le cartilage et permettent de reconstruire de l'os. C'est la même chose pour les articulations. Le mouvement est bénéfique. C'est l'inactivité qui est délétère. Donc non, la course à pied n'est pas mauvaise pour les genoux. Vous pouvez courir. C'est même plutôt bon. C'est bon pour votre cartilage. Et même si vous avez un peu d'arthrose, ce qui est mon cas d'ailleurs, et d'ailleurs je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, même si vos genoux sont un peu abîmés, ne pensez pas que vous allez vous en prémunir, que vous allez les protéger en ne faisant rien. C'est l'inverse qui va se passer. Et j'ai plein de copains qui couraient avec moi il y a 20 ans, 25 ans, qui avaient mal aux genoux, qui se sont arrêtés parce qu'on leur a dit « t'as mal aux genoux, t'es en train de bouffer ton cartilage, arrête, tu vas finir sur je ne sais pas quoi d'ailleurs ».
et qui se sont mis au vélo, par exemple, ou qui ont arrêté de l'activité physique. Et on s'est rendu compte que ça n'était pas efficace et utile. Donc, continuez de courir, n'ayez pas peur, bien sûr avec mesure, bien sûr avec tout ce qu'il faut de précaution. On va pas effectivement se mettre à courir 3 heures comme ça. Enfin, il faut un peu de mesure et un peu de bon sens. On aurait tendance à croire que le bitume, qui est une surface beaucoup plus rigide, serait mauvaise pour les articulations et pour toute notre structure corporelle. Mais en fait, c'est pas le cas. Enfin, il y a un effet rebond. Comment on peut l'expliquer, que ça puisse protéger nos articulations? Que le bitume ait cet effet... cet effet rebond est pas si délétère que cela pour notre corps, finalement. Non, c'est ça. Et moi, par exemple, puisque je suis concerné par le fait, je disais que j'ai eu une hernie discale quand j'avais 29 ans, pardon. Et donc, on m'a expliqué que c'était une catastrophe pour mon dos. Et puis après, on a compris, on a appris, on a vu que l'activité physique, course à pied, exerce un phénomène de pompage sur les disques intervertébraux. Donc, comme une éponge un peu qu'on presserait, qui s'ouvrirait, qu'on presserait, qui s'ouvrirait. En fait, c'est plutôt bénéfique. Et là, c'est la même chose pour le cartilage, puisque ça va régénérer, ça va activer. Le corps humain, il est fait pour le mouvement. Donc, naturellement, le corps humain, les os vont mettre en place des systèmes qui permettent de répondre aux sollicitations qu'on lui impose. Et c'est aussi simple que ça. C'est la nature, en fait, qui parle. Donc, on invite les auditeurs à continuer à courir avec progressivité, s'il y a bien évidemment des douleurs, mais ne stoppez pas votre activité physique pour autant. Là, il n'y a pas de réponse de Normand. Ça a été faux, direct. Donc, tu as pas hésité, Bruno, sur cette 4e croyance. Non, j'ai pas hésité une seule seconde. Après, il faut s'écouter, bien évidemment. Hein. Si on a des douleurs terribles, on va pas les courir. C'est pas aussi simple que ça, et il faut s'écouter. Mais c'est vrai que là, c'est catégorique. Alors, 5e croyance, Bruno, qu'on va essayer de tordre. Est-ce qu'il vaut mieux courir 3 fois 30 minutes qu'une seule fois 1h30, par exemple, sur une semaine? Oui, et là aussi, c'est un oui franc et massif. Je ne tourne pas autour du pot, pas de réponse de Normand. Oui, c'est mieux. C'est mieux de faire 3 fois 30 minutes que de faire 1h30, même si c'est contre-intuitif, une fois de plus, mais il y a plein de choses dans la course à pied qui sont contre-intuitives. Et on voit souvent moi je vois en tout cas des gens souvent qui me disent je ne peux courir qu'une fois par semaine, et donc qui vont une fois par semaine courir, et qui courent 1 heure, 1h30, 2 heures, 2h30, enfin c'est voilà. Mais parce que la représentation qu'ils ont de l'activité, pour eux, progresser et s'améliorer, c'est courir longtemps, si je peux me permettre de réemployer ce terme. Alors qu'en fait, non, c'est mieux de faire 3 fois 30 minutes, parce que les effets bénéfiques que la course à pied procure vont être multipliés. C'est-à-dire que, je prends un exemple concret, pour la perte de poids, c'est un peu comme si on allumait une chaudière et que quand on l'a mise en route, les effets bénéfiques vont se perdre un peu. À chaque fois qu'on va démarrer le chauffage, à chaque fois qu'on va démarrer une voiture, à chaque fois qu'on va démarrer le corps humain, ça va demander de l'énergie. Et donc, cette demande d'énergie, on va la multiplier par 3. Alors que si on ne fait qu'une séance par semaine, c'est un peu un raccourci, c'est un peu simpliste ce que je dis, mais c'est pour essayer de vulgariser. Si on n'y va qu'une fois par semaine, l'effet bénéfique de l'allumage de la chaudière, on ne l'aura qu'une fois. Voilà. Donc, 3 fois 30 minutes, c'est mieux, par exemple, pour la perte de poids. C'est mieux aussi, déjà, en termes d'organisation. Je trouve que c'est plus facile de placer 30 minutes que de placer 1h30 ou 1h30 ou 1 heure, même si les gens vont vous dire, mais moi, je ne peux m'entraîner qu'une fois par semaine. On peut toujours trouver 3 fois 30 minutes dans une journée. Et puis, les effets aussi, les effets physiologiques, c'est-à-dire que le fait de solliciter son organisme, on parlait dans une autre question des bénéfices sur les articulations, sur les os, sur les tendons, sur les ligaments. Le fait de solliciter une seule fois par rapport au fait de solliciter 3 fois apporte moins de bénéfices. Donc en fait, tous les bénéfices qu'on a dans une séance d'activité physique sont multipliés par 3 quand on va 3 fois par semaine au lieu d'une fois.
Et ce que tu disais sur les personnes qui ne sortiraient qu'une fois par semaine avec un temps de sortie très très long, si elles mettent toute la semaine pour s'en remettre, finalement il n'y a pas de bénéfice. Alors que, et ça fait l'objet d'une capsule qui est sortie il y a quelques semaines, est-ce que l'on peut progresser avec 30 minutes seulement sur une séance ? Oui, on peut apporter de la variété et ce sera plus bénéfique. Et comme tu l'as dit, ça se cale dans une journée. C'est 2% du temps de notre journée. Donc je pense qu'on peut trouver un petit peu de temps. Par rapport au réseau dont on parlait tout à l'heure, peut-être réduire un petit peu ce temps de réseau et mettre une petite sortie, ce qui sera bénéfique sur le plan physiologique et également psychologique. Voilà, c'est ça. En fait, on se rend compte, les études, les analyses qui sont faites montrent qu'en fait, c'est la multiplicité des pratiques, même si elles ne sont pas forcément très longues, qui vont permettre au corps humain de progresser et d'être en meilleure santé. Donc, il vaut mieux plein de petites fois qu'une seule longue fois. Il faut pas réduire en fait les bénéfices d'un entraînement à la durée. C'est pas parce qu'on a fait 1h30 qu'on va beaucoup progresser. On peut faire 3 fois 30 minutes et progresser également. C'est pas la continuité de l'effort qui apporte les bénéfices. C'est plutôt la multiplicité des efforts qui apporte des bénéfices. Si on va un peu plus loin, on pourrait aller jusqu'à une sortie quotidienne. Ça poserait pas de souci à condition qu'elle soit dosée et peut-être un peu moins intense. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à courir tous les jours ? Oui, si on est capable de le faire, si on a l'emploi du temps pour le faire, si on a mis les semaines, les mois et les années pour le faire, on peut courir tous les jours. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. On ne peut pas courir des heures et des heures tous les jours. On ne peut pas faire des séances intenses et qui demandent beaucoup d'investissement physiologique tous les jours, mais on peut courir lentement, doucement, tous les jours. C'est quelque chose qui est vraiment possible de faire. Le corps s'adapte et met en place tous les mécanismes pour être en mesure de répondre à la demande. Bon, pour cela, je renvoie les auditeurs à notre épisode sur le strike running où on se posait la question, est-ce qu'il est nécessaire et possible de courir donc tous les jours ? C'est ça. Bruno, on arrive à la fin de ces 5 croyances. C'était un vrai faux pour certaines, mais on va inviter les auditeurs à réaliser également ce petit test, ce petit challenge et qu'ils nous disent sur les réseaux s'ils ont eu à peu près les mêmes réponses que nous. S'il y a de la contradiction, eh bien on l'accepte, qu'ils viennent justement en discuter. C'est l'objet de ces capsules et on essaie d'être très pédagogique à travers ces différents contenus. Donc merci Bruno de t'être prêté à ce jeu des croyances. Un exercice qui n'est pas facile, mais c'est un beau challenge et c'était sympa de le faire. Et puis quand on peut lutter contre les idées reçues, c'est vraiment, ça a du sens pour moi. Merci Bruno et je te dis à très vite pour une nouvelle capsule, l'œil du coach. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous! Find the biggest voices in sports on the Sports Social Podcast Network. Like me, Hugh Ware, as seen on stage at this year's PDC World Darts Championships with the Tops and Tails Darts podcast, talking to the biggest names from the world of darts. Search Tops and Tails Darts podcast and listen wherever you get your podcast from. Sports Social Podcast Network.